Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris pour une vidéo sur le burn-out, un sujet qui vous intéresse, qui m'intéresse, qui est énormément d'actualité. J'ai un spécialiste puisque le docteur Kamami a écrit Comment éviter le burn-out. Donc je suis ravie de pouvoir discuter de ce sujet, de commencer à comprendre aussi ce que c'est exactement, le détecter peut-être. Vous avez des techniques pour éviter le burn-out, parce que là on parle vraiment d'éviter, hein, avant de voir les signes un peu... Oui, tout à fait. Le burn-out, comme on le sait, c'est au début le syndrome d'épuisement professionnel du soignant. C'était d'abord les médecins qui étaient en fait concernés, et ces médecins étaient en fait souvent, comme les médecins urgentistes, avec un travail permanent, donc 24 heures sur 24 disponible, avec des insomnies, des manques de sommeil, des privations de sommeil. Et petit à petit, on voyait qu'ils s'épuisaient psychiquement et physiquement, et que, un peu comme une bougie qui s'éteint, petit à petit, ils étaient en train de se autodétruire. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ensuite, on ne comprenait pas vraiment le problème, et puis en fait, on a étudié de plus en plus ce phénomène qui menait des fois vers le suicide chez certains médecins. Et on a vu que d'autres professionnels de santé ou d'autres professionnels tout court étaient concernés, comme les pilotes d'avion, comme les contrôleurs du ciel, les policiers, les gardes de pénitenciers. Donc il y a vraiment un problème, si vous voulez, professionnel qui petit à petit s'est mis à jour. Et maintenant, de plus en plus, on essaie de voir comment prévenir ces problèmes d'épuisement psychique et physique professionnel qui petit à petit peuvent mener au karoshi. Pour les Japonais, on appelle ça le karoshi, c'est-à-dire l'excès de stress qui peut mener jusqu'à la mort. Donc le stress tue. Le stress peut tuer par l'excès prolongé, répété de ce stress, qui épuise de plus en plus la personne et qui, un peu comme une batterie qui en fait se décharge, n'a plus du tout de moyen de combattre, de faire face, de en fait affronter le stress. Il n'arrive plus, la personne s'isole, se met un petit peu à l'écart de tout le monde, n'arrive plus, si vous voulez, à s'intéresser à son travail, elle se désintéresse de tout ce qui se passe autour d'elle. Son travail ne la motive plus, il y a un manque complet de motivation, donc elle a un manque de performance aussi au niveau du travail, et elle va s'isoler, mais pas seulement vis-à-vis de ses collègues et de son entourage, mais également se replier sur elle-même de plus en plus. C'est ce qu'on appelle la migraine du week-end, c'est-à-dire que c'est un des signes qui montre bien que le burn-out devient quelque chose de dangereux, c'est que la personne va s'isoler pendant le week-end, va dire j'ai mal à la tête, je vais me mettre au calme, fermer tous les volets et me mettre dans un lit et ne plus bouger pour essayer de récupérer, de recharger les batteries. Et vraiment, cette personne a un manque complet de motivation pour pouvoir affronter les événements autour d'elle. Ça peut être une mère de famille aussi, ça peut être... La mère de famille, si vous voulez, peut être aussi en burn-out, mais différemment. C'est-à-dire qu'on parle de burn-out quand on parle de professionnel. Un stress professionnel permanent et continu. Un stress, pourquoi ? Parce qu'en fait, cette personne va pouvoir continuer encore à s'intéresser à son avenir privé. C'est-à-dire qu'elle va encore prévoir ses vacances, elle va encore prévoir sa retraite, elle va prévoir ce qui est intéressant, ça l'intéresse encore tous ses loisirs et tout ce qui est la sphère privée, elle est intéressée encore à ça, mais par contre elle ne s'intéresse plus du tout à ce qui se passe au niveau du travail. Elle est complètement désintéressée et démotivée au niveau du travail. D'après ce que j'ai compris, vous avez écrit ce livre-là un peu parce que vous l'avez vous-même traversé. Hein. Vous êtes. Parlez-nous un petit peu de votre parcours rapidement. Et je pense qu'on va faire une autre vidéo sur le ronflement parce que vous êtes un des spécialistes au réel ronflement. Hein. Oui, donc en fait, si vous voulez, moi-même, j'ai été concerné à une époque où en fait j'étais constamment dans les avions parce que j'avais des conférences, des congrès un peu partout dans le monde sur une technique que j'ai mis au point pour traiter par laser le ronflement. Et à force, disons, d'avoir des décalages horaires et avoir sans arrêt des conférences à donner et également à mon activité professionnelle de chirurgien, également à opérer un peu partout dans le monde. Il m'est arrivé d'opérer autant au Chili qu'en Corée du Nord, au Corée du Sud. Donc je me suis retrouvé vraiment, si vous voulez, donc épuisé également, et j'ai eu un moment où j'ai dû faire face à ce burn-out et un petit peu me poser moi-même des questions par rapport à comment l'affronter. Ouais. Alors j'aimerais parler des techniques, vous parlez de méditation consciente, mais avant tout d'optimisme, hein, c'est-à-dire que vous croyez à cette psychologie positive ? J'y crois notamment parce que moi-même je l'ai appliqué. On sait très bien que par exemple une femme on a fait des études, on s'est aperçu qu'une femme que l'on fait sourire plusieurs fois et qui n'a aucun problème psychologique, elle va avoir des défenses immunitaires augmentées par rapport à un groupe témoin de femmes qui au contraire n'ont pas été exposées à ce rire permanent. Donc le fait simplement d'être positif et d'avoir, si vous voulez, une vision positive des choses
peut des fois faire basculer du bon côté la personne qui commençait un petit peu à se refermer, se replier sur elle-même. Alors comment ça s'applique ça concrètement au burn-out? Parce que quand on est vraiment dans un burn-out, il y a ce goût professionnel donc qui n'est plus là. Donc quelles sont les étapes pour arriver justement à cet optimisme et comment ça se met en pratique finalement? Parce que c'est simple de dire optimisme, mais des fois qu'on a tellement des idées noires et un stress qui est intense, la respiration est basse, les idées sont... Donc en fait, la personne qui a le burn-out, en fait, elle ne s'en aperçoit pas au début. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un déni. Il y a un déni, un refus de voir la vérité en face. La personne, il faut d'abord qu'elle fasse son propre diagnostic entre elle-même, qu'elle voit qu'elle est en train de virer sur le burn-out. Par exemple, les cadres bancaires qui sont avec des horaires qui commencent très tôt le matin et qui terminent très tard le soir, qui n'ont pas d'heure de travail, qui tous les week-ends sont pris avec leur BlackBerry ou leur iPhone et ils sont sans arrêt en train de voir leurs emails. Ces personnes n'ont pas de moment de pause. Déjà, le problème, le maître mot contre le burn-out, c'est la pause. Alors, la pause, elle se passe à plusieurs niveaux. Elle se passe dans la journée. Elle peut être pluriquotidienne. Il y a des gens qui peuvent prendre leur pause cigarette ou leur pause café ou leur pause thé. Enfin, il y a le tea time pour les Anglais. Cette pause est essentielle. C'est essentiel d'abord dans la journée. Elle est ensuite essentielle dans la semaine. C'est-à-dire que le week-end, la fin de semaine est essentielle aussi pour pouvoir faire la pause par rapport à ce qui se passe, si vous voulez. Donc, toutes les religions ont institué cette fin de semaine comme étant une sorte de moyen sacré où en fait on ne travaille plus, on se met un petit peu hors circuit et ce hors circuit est très important. C'est très important parce que cette personne va pouvoir se reconstruire, recharger les batteries et se renouveler, régénérer en fait pendant cette période de pause. La pause des vacances, enfin c'est la pause annuelle, oui. C'est ça, ce qui est marrant, c'est que c'est vrai qu'on évite cette pause-là justement quand on est pris dans une espèce de spirale aussi de travail pour éviter ces moments de pause où peut-être on va réfléchir ou vraiment sentir son vrai mal-être. Parce que finalement, il y a un mal-être quand il y a un burn-out ou pas forcément? C'est pas obligatoirement un mal-être. Non, parce qu'en fait, la personne ne s'en aperçoit vraiment pas. Elle se sent peut-être petit à petit de plus en plus démotivée et déconcentrée sur son travail. Elle a de moins en moins d'intérêt. Donc, elle n'est pas du tout dans un refus de son travail, mais elle s'en aperçoit pas encore. Elle est pas tout à fait consciente au départ. Et c'est en fait parce qu'elle s'intéresse de plus en plus au contraire à ce qui est sa vie privée, si elle peut en avoir, parce que des fois, ils n'ont même pas de temps de vie privée. Mais il arrivé d'avoir des patients qui étaient en plein burn-out. Je leur disais, bon, mais essayez de faire des pauses, essayez de vous trouver des moments pour vous, faites de la natation, faites du jogging, faites ce que vous voulez, mais trouvez-vous un moment où vous avez arrêté pendant la semaine de penser avec votre BlackBerry et votre iPhone. Et essayez de trouver un moment où vous avez pour vous une sorte de moment privilégié qui est la vôtre. Et ça, souvent, ils ont du mal à le comprendre au départ, et ils ont du mal à l'accepter et à l'intérioriser. C'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à, mettre en route ou mettre en place. Et s'il n'y a pas l'aide d'un professionnel de santé qui leur donne des pistes, ils n'arrivent pas à le faire eux-mêmes. C'est quoi comme professionnel de santé là dont on parle? Alors ça peut être de plusieurs types. Bien entendu, lorsque vraiment on n'est pas loin de la fin du burn-out, le burn-out vrai, c'est carrément un psychologue ou un psychothérapeute. Là, c'est carrément quelqu'un qui va essayer de faire avec eux le point sur la situation. Et quand on est déjà au burn-out, on ne peut pas faire autrement qu'essayer de reprendre confiance, c'est-à-dire la reprise de confiance et surtout la reprise, si vous voulez, d'une certaine sérénité. Cette sérénité, ils l'ont perdue. Et Marc Aurèle disait d'ailleurs, la sérénité permet de mieux comprendre les problèmes qu'on ne peut pas solutionner. Mais si, au contraire, on a le courage de savoir exactement quels sont les problèmes qu'on ne peut pas solutionner et faire la part des choses entre ceux qu'on peut solutionner et qu'on peut mettre le fait de mettre cet élément en place, c'est-à-dire de savoir exactement faire la part des choses, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, c'est réellement essentiel. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à faire cette part des choses. Ils ont l'impression que toujours ils peuvent faire le maximum, donner le maximum d'eux-mêmes, et ils sont toujours un petit peu on pourrait dire cutting edge, c'est-à-dire ils sont en anglais, ils sont toujours à la pointe de leur maximum de leurs possibilités, et à un moment ils peuvent plus. Il y a un moment où ils ont dépassé le stade où ils pouvaient aller au plus loin d'eux-mêmes, et si vous voulez, ils craquent. Et là c'est carrément l'affaissement. Qu'est-ce que le burn-out? C'est la personne. Pourquoi on parle de burn-out? Parce qu'en fait, on considère que c'est comme un immeuble qui est brûlé de l'intérieur, complètement, tout l'intérieur est brûlé, la façade reste debout, mais tout l'intérieur est vide. Vide parce que le plancher a fondu, parce que l'intérieur de l'immeuble est complètement, désintégré.
et il reste que la façade. Et le burn-out, c'est la personne est dans cet état-là, c'est-à-dire que de l'intérieur, elle est complètement vidée, épuisée, complètement au bord de s'effondrer, et en fait, la façade reste malgré tout, et c'est comme ce qu'on appelle le burn-out. D'après ce que je comprends, c'est vraiment aussi savoir là où en sont ses limites, et c'est très important pour chacun d'entre nous de les connaître et de savoir ce qui est juste. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire savoir exactement jusqu'où on peut aller et jusqu'où on ne peut pas aller. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la part des choses, qui continuent à être sans arrêt, si vous voulez, parce qu'on leur demande de plus aussi. Il faut bien comprendre qui est touché par le burn-out. C'est principalement le cadre moyen. C'est ni le cadre supérieur, ni la personne qui est au bas de l'échelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cadre moyen, il a des ordres au-dessus, donc il a des responsabilités, on lui demande de faire des choses, et il manque de contrôle sur lui-même. Le burn-out, c'est une perte de contrôle sur ce que l'on fait. Une perte de contrôle sur ce que l'on fait au niveau professionnel, une perte de contrôle sur soi-même, sur ses actes au niveau professionnel. Comme on n'arrive plus à contrôler sa vie, quand on n'arrive plus à contrôler ce que l'on fait au niveau professionnel, on a l'impression qu'on est une machine, un pion dans une machine, et on a l'impression d'être broyé par cette machine, et donc on doit encore fournir du travail, fournir sans arrêt, disons, des résultats, et pouvoir aussi, bien entendu, commander les subordonnés, les gens qui sont au-dessous de vous, mais vous devez aussi rendre des comptes au niveau de la hiérarchie au-dessus. Donc vous êtes entre les deux, comprimé entre la personne qui des fois ne fait pas ce qu'il faudrait faire, et donc les gens qui sont en dessous de vous, les gens qui vous commandent au-dessus vous donnent des ordres, et puis vous devez essayer de les mettre en route et de les mettre en pratique et d'avoir des résultats. Et vous êtes jugé sur vos résultats. Et cette perte de contrôle sur vos vies, de votre propre résultat, de tout ce qui peut, c'est ce qui réellement mène au burn-out. Il ne peut pas y avoir de burn-out alors pour les entrepreneurs ? Il y a un burn-out pour les entrepreneurs quand c'est pareil, eux-mêmes se donnent des objectifs irréalistes. C'est-à-dire que le burn-out, c'est la personne qui est perfectionniste, la personne de type A, c'est-à-dire qui en fait veut toujours faire plus, qui va faire une hypertension artérielle, qui va faire un infarctus, qui va faire donc des fois un accident vasculaire cérébral, à force d'en vouloir trop, toujours plus, et en fait à un moment elle craque. Elle s'est pas rendue compte qu'elle a été au-delà de ses possibilités psychiques et physiques. Donc là, il y a une fois qu'on en prend conscience, il y a un rééquilibrage tant au niveau, je suppose, du sommeil, de ses habitudes alimentaires, de cette manière de respirer, de méditation, de faire un bilan positif en fin de journée. Vous pourriez un peu décrire ce bouquet de solutions ? Les solutions, en fait. D'abord, vous l'avez dit, c'est le positif, et essayer de faire le bilan et le point sur soi-même. Alors, le sommeil. Essentiel, le sommeil. C'est une personne qui est privée de sommeil, qui en fait des insomnies, parce qu'elle a tellement de soucis, elle pense tellement à son travail, elle est tellement focalisée sur tous ses problèmes de travail, qu'elle en fait des insomnies, qu'elle ne dort plus. Et quelqu'un qui est privé de sommeil, il est en dette de sommeil. Comme un banquier, si vous voulez, vous allez à la banque, vous êtes en dette, vous avez un crédit et un débit, là vous êtes en débit, vous n'arrivez pas à rattraper le crédit. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à récupérer votre dette de sommeil. Et si vous n'arrivez pas à dormir profondément ou avoir des vacances qui vont vous permettre de dormir des fois 10 heures par nuit, mais de recharger vos batteries au niveau sommeil, vous n'arrivez pas réellement à être en forme pour le reste de l'année ou du mois. Et c'est là où des fois on peut prendre des petits médicaments ou une aide, et là on devient un peu, on règle pas vraiment le problème. Ouais. Tout à fait. On va prendre des psychostimulants, on va prendre de toutes sortes de drogues ou alcool qui vont permettre de tenir le coup. Et en fait, on le voit très bien dans certains films américains sur Wall Street, où les gens se mettent du crack ou de la cocaïne, etc., pour tenir, parce qu'ils veulent tenir. Ils n'arrivent pas à tenir sans ça. Mais c'est encore pire, parce qu'en fait, là, ils sont carrément avec une décharge d'hydrocortisone, c'est-à-dire de cortisone au niveau du corps, qui fait que ça détruit carrément les tissus. Et là, de plus en plus, ils deviennent insulino-résistants, c'est-à-dire que là, c'est le phénomène interne qui se détracte au niveau du corps, au niveau hormonal, et ça devient une sorte de spirale de l'enfer. Et pour mieux dormir, alors, à part ça ? Pour mieux dormir, donc il y a les recettes classiques pour mieux dormir. C'est bon, à la fois, disons, toutes les façons de travailler sur l'acupuncture, sur l'hypnose, sur les techniques, par exemple, de relaxation et de méditation, bien entendu, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les moines tibétains, lorsqu'ils veulent se mettre en sommeil, ils arrivent à se mettre en phase 1 de sommeil, en phase de départ de sommeil, et après, ils ont
en fait d'eux-mêmes un sommeil qui apparaît. Donc le principe même déjà de la méditation, de pouvoir contrôler soi-même ses pensées par une sorte de réflexion sur soi-même, sur l'extérieur, sur le moment présent, etc., de recentrer sur soi-même, c'est un moyen aussi qui s'apprend en fait avec le temps, parce que ça ne peut pas se faire en 5 minutes. Il faut carrément un exercice répété, continu, quotidien, et au moins de 5 à 1 minute à une demi-heure minimum par jour, qu'on consacre à ça. Et en fait, petit à petit, on change soi-même. Ouais. On s'en aperçoit pas au début, mais on a l'impression, mais petit à petit, on est plus serein. Ouais. On est un peu plus, moins réactif au stress, aux stimuli extérieurs, aux gros problèmes de la vie. On encaisse les chocs un peu plus facilement. Parce que, en fait, on devient un peu plus, on pourrait dire, avec un cocon, une sorte de couverture, de bouclier de stress, contre ce stress. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la neuroscience, de cette neuroplasticité, ce qui se passe avec le cerveau par habitude d'ailleurs, parce que ça peut devenir une habitude et ça change? C'est très important. On pensait jusqu'à très longtemps qu'on n'avait pas de régénérescence des neurones. Or, on s'aperçoit maintenant qu'on sait que les neurones se régénèrent, ce qui veut dire qu'on peut fabriquer des neurones et donc ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et la neuroplasticité est très importante justement dans le cadre du burn-out parce que justement on a tendance à surréagir par rapport, on devient irritable, on devient dépressif, on devient de plus en plus facilement excitable par n'importe quel stimuli, etc. Parce qu'on est à fleur de peau. Voilà. Et donc, le principe, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle au sein de soi-même des neurones miroirs. On a retrouvé ça dans les neurosciences, justement. Et ces neurones miroirs à l'intérieur de notre organisme sont un moyen de réagir par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Quelqu'un vous insulte, qu'est-ce que vous allez faire? La première chose, c'est que vous allez essayer de tenter de répondre à cette insulte. Mais c'est ce qu'on appelle le neurone miroir. C'est-à-dire que quand vous avez une énergie positive ou négative en face de vous, vous allez réagir soit positivement, soit négativement par rapport à la personne qui est en face, qui en fait essaye donc que vous le vouliez ou non, votre tendance immédiate est de réagir à ce stimuli que vous avez venant de l'extérieur. La personne qui vous insulte, eh bien, il faut savoir apprendre, au contraire, à ne pas surréagir, à ne pas réagir à une insulte, et éventuellement à savoir garder son calme, garder son sang-froid, etc. Et c'est quelque chose qui, en fait, se travaille en essayant justement de mettre ce qu'on appelle un voile sur les neurones miroirs, c'est-à-dire on va un petit peu cacher ce neurone miroir qui, justement, tendrait à nous faire surréagir, et pour pouvoir, justement, garder un petit peu, quant à soi, une sorte de maintien de soi. De la même façon, si vous voulez, vous allez avoir quelqu'un, par exemple, qui voit un de ses proches souffrir. On a fait des expériences, en Angleterre, où là, on faisait semblant de faire souffrir un proche de quelqu'un qui était en train de regarder la personne souffrir. Lui, il avait pas mal, mais 30% des gens qui voyaient quelqu'un souffrir autour d'eux, qui étaient proches ou plus ou moins, eh bien, ils avaient mal eux-mêmes, à l'endroit où la personne était torturée de façon fausse, parce que c'était pas une vraie torture, mais cette façon et donc de ressentir la douleur pour l'autre, c'est les neurones miroirs, on sait qu'ils nous font ce qu'on appelle la compassion, l'empathie, etc. Tout ça, ça se construit. C'est-à-dire qu'il faut avoir, si vous voulez, cette possibilité d'avoir une compassion vis-à-vis de l'autre. Et ça se construit aussi parce qu'on l'acquiert justement avec des pratiques régulières de méditation. Et ça, pour le burn-out, justement, cette compassion aussi, je suppose, vis-à-vis de soi-même, est bien utile? Oui, tout à fait. C'est même pour le burn-out, parce qu'en fait, on arrive à construire soi-même une sorte d'enveloppe protectrice, une sorte de cocon interne, qui fait que, par exemple, quelqu'un se retrouve, par exemple, au travail, avec un flot d'injures parce qu'on considère qu'il n'a pas fait son travail correctement de la part d'un de ses supérieurs. La première chose qu'il va avoir à faire, c'est d'essayer de tout envoyer baldinguer, de dire voilà, je vous donne ma démission, au revoir, je m'en vais. Et ça, si vous voulez, ce serait la réaction, on pourrait dire, réellement à vif. À vif, et donc justement à fleur de peau dont on parlait par le neurone miroir. Et le principe, c'est qu'en fait, ce que j'ai expliqué dans mon livre, c'est qu'il y a des moyens de contrôler ce qu'on appelle la minute zen, par exemple, ou l'arrêt, si vous voulez, de pouvoir éventuellement faire un arrêt sur image, soi-même, comme ça, pendant que la personne est en train de parler, hop, un petit peu se mettre hors circuit, débrancher les boulons, et essayer de ne pas avoir, si vous voulez, une réaction immédiate, parce que la personne penserait que vous allez vous aussi vous énerver et aller dans le même sens que ce qu'elle est en train de faire. Donc, au contraire, garder son
calme, garder son sang-froid. Et ceci, on ne peut pas l'acquérir comme ça du jour au lendemain. C'est pas, ça s'acquiert justement par un certain travail sur soi. Et ce travail sur soi de recentrage sur le moment présent, sur ce qui se passe autour de soi, sur, par exemple, quand on est en pleine méditation, de sentir les odeurs, par exemple, d'une rose qui est à côté de soi, ou bien, par exemple, d'un parfum X ou Y, de pouvoir ressentir, d'écouter les sons autour de soi, qui, en fait, sont ressentir soi-même, on pourrait dire, sa propre respiration, d'aller venir de l'inspiration, de l'expiration. Tout ceci, le fait d'arriver, si vous voulez, à ce recentrage sur soi-même, qui a l'air de rien, mais qui est un moment de liberté. Liberté par rapport à l'extérieur, liberté, si vous voulez, sur soi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on a étudié de façon vraiment très sérieuse aux États-Unis, où il y a des cliniques du stress. Et ces cliniques du stress utilisent toutes ces techniques. Alors, ça varie sur la PNL, ça varie aussi sur d'autres techniques, mais toujours est-il que le substratum de tout ça, c'est toujours le même, c'est le recentrage sur soi-même, c'est la construction d'un moi plus solide, d'une sorte de personnalité plus capable d'affronter ce qui se passe autour de soi et de ne pas, en fait, se laisser aller un petit peu comme une... Alors, il y a aussi, si vous voulez, le fait de pouvoir, par exemple, quand on se met en méditation, d'avoir l'impression, par exemple, qu'on est au fond de l'océan, que tout au-dessus de nous, on a les vagues qui sont en train de, si vous voulez, avec une tempête monstrueuse, mais que nous, on est bien au fond et loin de tout ça, et qu'en fait, on est un petit peu, si vous voulez, préservé dans le fond, etc., qu'on est un petit peu dans une sorte de bulle, de sorte de monde à part. J'aime bien ce que dit Marc Nepo, qui est un poète et écrivain américain, qui dit que dans tout cyclone, il y a un œil qui est un moment de silence, donc on est au centre, là. C'est exactement ça, ce moment de silence, ce moment de préserver du monde extérieur, préserver des stimuli extérieurs de stress, justement. Et si on n'arrive pas à se construire soi-même cette carapace, c'est là qu'en fait, on se laisse aller vers le burn-out. Et là, on a carrément des gens qui sont pendant des mois avec des difficultés pour remonter la pente. Et d'accéder vraiment à ses ressources intérieures, parce que c'est ça dont on parle aussi, je pense, c'est que quand il y a vraiment ce travail qui est fait de l'intérieur, c'est spacieux, hein, le corps devient très spacieux et on ressent beaucoup plus de liberté d'être, parce que quand on est vraiment dans le burn-out, il y a cette respiration qui est beaucoup plus rapide, on a l'impression d'être petit, d'être emprisonné. C'est ça, un petit peu l'impression de ne pas pouvoir, si vous voulez, exprimer toutes ses émotions, parce que justement, on est un peu dans une sorte de prison externe qui est en fait une prison du monde extérieur. Et si on n'essaye pas soi-même d'avoir une sorte de liberté intérieure, c'est-à-dire donc de pouvoir, et ça nous permet, si vous voulez, au contraire, de reconstruire un travail d'ouverture vers l'autre, mais au sein de sa famille. Alors, c'est là qu'il faut justement rechercher les personnes positives autour de soi et éliminer les personnes toxiques. Dès qu'on voit, par exemple, une personne toxique qui en fait, va nous apporter des stress, elle va se disputer tout de suite, elle va essayer de provoquer les gens et d'attirer, disons, que des ondes négatives, cette personne, il faut essayer de s'en détacher et aller vers des personnes, au contraire, à qui on a confiance, qui nous apportent du bien-être, qui nous apportent du sourire, qui nous apporte de la joie et de l'envie de les fréquenter et d'avoir une sorte de réciprocité qui s'établit. Mais au travail, je suis sûr qu'il y a de nombreux co-créateurs qui regardent cette vidéo qui se disent oui, mais c'est bien beau, mais mon boss ou cette personne-là au travail, comment je fais pour... on est obligé de dealer avec, des fois. Là, je ne parlais pas spécialement obligatoirement du travail. Comme vous dites, au travail, c'est vrai que on peut quand même éviter la personne en question si on sait qu'elle est négative. On n'est pas obligé, si vous voulez, on en fait le minimum. On en fait le minimum de contact, hein, je parle de relationnel. C'est-à-dire que si on sait que dès qu'on va lui parler, ça va être une sorte tout de suite de dispute qui va s'installer tout de suite, c'est pas la peine, si vous voulez, de chercher la dispute, à la limite d'être l'élément provocateur parce que vous allez essayer de dégager une conversation. Si déjà cette personne est irritée par votre simple vue, vous pouvez rien faire. Vous pouvez pas donc non plus, si vous voulez, aller plus loin. Donc il y a des fois des antagonismes qui ne s'expliquent pas et qui sont simplement interpersonnels. Donc dans ces cas-là, cette personne, vous l'évitez. Simplement, vous l'évitez, bon, a priori, mais ça pas obligatoirement votre supérieur. Ça peut être des fois des collègues de travail que vous cherchez pas et qui sont à votre niveau, mais que vous ne
voulez pas obligatoirement fréquenter parce que vous savez que vous allez avoir, au contraire, dans le même travail, vous allez avoir des gens positifs qui vont justement vous faire aller de l'avant, qui vont vous permettre de avoir envie d'être plus dans votre travail, mais de façon toujours sans trop en faire, c'est-à-dire qui trop en fait, donc ça nuit à son propre équilibre. Et donc, il est important, si vous voulez, d'avoir sa propre paix intérieure, comme disait le Dalai Lama, parce que sa propre paix intérieure permet d'apporter de la paix au monde. C'est un petit peu l'extérieur, c'est-à-dire que vous-même, si vous êtes en paix avec vous-même, vous avez un peu plus de paix vers l'extérieur. Et ça, c'est important. Les gens le voient. Les gens, quand vous êtes plus serein et beaucoup moins, disons, à être vous excitable, ou au contraire, beaucoup moins facilement en train de s'énerver, ils le ressentent. Ils apprécient, si vous voulez, la personne aussi de quelqu'un qui est serein et calme. Plus vous êtes, disons, dans le stress et immédiatement inflammable, et plus les gens se détachent de vous. Mais merci beaucoup, docteur. On aurait pu parler, on n'a pas parlé vraiment d'alimentation, mais ça fait partie... Oui, l'alimentation. En 2 mots. Oui. En 2 mots, l'alimentation saine, c'est enlever bien entendu tout ce qui est toxique, tabac, alcool, tout ce qui est aussi les aliments gras, tout ce qui est les fast-foods, etc., qui ne contiennent pas du tout de vitamines et d'oligo-éléments qui nous manquent. Nous avons besoin de certains oligo-éléments et de vitamines. Il faut au contraire des légumes frais, il faut au contraire des fruits frais, il faut au contraire des aliments comme la viande ou le poisson maigres et qui en fait ne contiennent pas trop de graisse et qui permettent, si vous voulez, de garder, si vous voulez, un équilibre nutritionnel, mais surtout d'avoir les oligo-éléments et les vitamines qui me permettent de se défendre. Les antioxydants, notamment, permettent aussi d'éviter, si vous voulez, de mieux résister au stress aussi. De la même façon, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on a une bonne alimentation et aussi de bien boire, c'est-à-dire qu'il faut au moins boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, c'est-à-dire que si on ne boit pas assez, c'est pareil, on n'élimine pas assez. Bien respirer, c'est-à-dire c'est essentiel, c'est-à-dire c'est pour ça que le jogging ou les activités physiques, la gymnastique permettent de retrouver, si vous voulez, du souffle et d'une bonne oxygénation pour éliminer les toxines par l'intermédiaire du souffle. Tout ceci, c'est un équilibre interne, à la fois physique et psychique. Mais merci beaucoup pour toutes ces explications, c'était très agréable et très instructif, alors merci. Merci à vous d'avoir permis de m'exprimer. Avec plaisir. Donc comment éviter le burn-out ? Allons-y, hein. Clairement il y a encore plus d'informations là et je sais que vous faites de nombreuses conférences et on vous verra certainement, je suis sûre, dans certains congrès. Avec plaisir. Gros bisous mes délicieux co-créateurs, on vous embrasse très très fort de Paris. Évitez le burn-out, please, à tout prix, prenez soin de vous, on vous embrasse très très fort, au revoir.